Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Merci d'être là. Vous êtes rare dans les médias. Vous êtes le chef de file du groupe Droite républicaine à l'Assemblée nationale. Avant d'entrer, Laurent Wauquiez, dans le détail de cette déclaration de politique générale, c'est toujours un exercice particulier. Il y a la forme, il y a l'emphase, il y a les mots choisis. Comment vous avez jugé cet exercice de la part de François Bayrou ? Habile. Habile. Alors après, la forme n'est pas ce qui me préoccupait le plus. Mais j'ai trouvé par exemple que le début, où il y avait un peu d'autodérision de sa part, quand il se regardait et qu'il observait la situation et qu'il se disait la durée de vie, il y a 16% des Français qui pensent que je vais durer plus d'1 an, et qu'il avait quand même cette autodérision de se dire ils sont très optimistes. Après, je vais vous dire malheureusement ce qui m'a moi le plus marqué, c'est le gigantesque désordre de cet hémicycle, avec le comportement absolument inadmissible des députés de la France insoumise. Qui hurlent, qui vocifèrent, qui interrompent. Alors, à l'écran, les téléspectateurs ne le voient pas parce qu'il n'y a pas le son. Mais la réalité, c'est qu'il y a une cacophonie qui est une honte. Moi, je n'étais pas retourné dans l'hémicycle depuis 7 ans, puisque je me suis consacré à ma région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on retrouve quand même une représentation nationale qui est dans un état préoccupant. Tout est de la faute de la France insoumise. Je voudrais vous faire réagir à une phrase, par exemple, d'un ministre, François Rebsamen, qui a dit qu'il respectait tout le monde, sauf le RN. Est-ce que vous diriez que vous respectez tout le monde, sauf LFI et la France insoumise ? Je vais vous dire, je pense qu'on ne dénonce pas suffisamment, dans le débat politique, dans le débat médiatique, le danger que représente pour la République la France insoumise. On a quand même affaire, je l'ai dit, dans l'hémicycle, ce sont les seuls à avoir ce comportement à ce point-là. On a affaire à un parti qui propose d'enlever l'apologie du terrorisme. On a affaire à une formation politique qui tient des propos ouvertement antisémites. On a affaire à des gens qui ont choisi de rompre avec la laïcité. Et je trouve qu'il y a une espèce de complaisance. Et c'est-à-dire que faire, mis à part dénoncer comme vous le faites ce matin sur nos antennes? D'abord, le dire clairement. Hier, je les ai repris plusieurs fois. Et je trouve que voilà, il y a une espèce de tendance, mais qui est tellement caractéristique de ce qu'est la politique française, où en gros, quand ça vient du camp de la gauche, tout est pardonnable. Non. Je le dis clairement, je l'ai répété plusieurs fois dans mes interventions à la tribune de l'hémicycle. Monsieur Mélenchon est un danger pour la République. Mais il fait partie de l'arc républicain, du champ républicain, de l'espace républicain aujourd'hui ? Je viens de vous dire que je considérais précisément que pour moi... Un danger donc, non. Je considère que cette gauche-là, la façon dont cette gauche a évolué, en trahissant les valeurs de la laïcité, en étant quand même en rupture par rapport à ce à quoi on est attaché, qui sont quand même les principes fondateurs. Quand on évoque aujourd'hui dans l'hémicycle les problématiques d'antisémitisme ou de laïcité, les députés de la France insoumise n'applaudissent pas. Et donc quand vous me demandez hier qu'est-ce qui m'a marqué plus en termes de forme, eh bien paradoxalement ce qui m'a le plus marqué, c'est ce comportement inacceptable des députés de l'extrême gauche et de la France insoumise. Le fond, à présent, Laurent Wauquiez, est l'un des points majeurs de cette déclaration de politique générale de François Bayrou, c'est la remise en chantier de la réforme des retraites. Alors pas de suspension, mais une réforme malgré tout qui pourrait être remise en cause et sans tabou, y compris sur l'âge. Expliquez-nous ce matin comment la droite que vous incarnez, telle qu'on la connaît, du moins sa droite, peut accepter une sorte de suspension qui ne dit pas son nom et qui est rebaptisée en renégociation. D'abord, précisément, ce que je ne voulais pas accepter, c'était une suspension. Et on a beaucoup pesé, vous le savez, au cours des derniers jours pour que ça n'ait pas lieu. J'étais inquiet. Parce que je voyais bien au cours des derniers jours la tentation, au fond, pour aller acheter les voix de quelques dizaines de députés socialistes, de prendre en otage le budget. Que dans cette période, il faille faire des compromis. Oui, c'est indispensable si on veut donner un peu de stabilité. Qu'on essaye d'avoir des discussions, y compris avec des gens dont je ne partage pas les idées. Malheureusement, la période actuelle y oblige. Mais il y a des limites. Il n'y a pas pour que la France fasse banqueroute. Vous étiez inquiet ce matin, vous êtes rassuré ? Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce qui était inacceptable, c'est quoi ? C'était de dire on arrête la réforme. Ça, c'est catastrophique. C'est-à-dire tous les pays autour de nous sont en train de dire il faut aller à 67 ans. Tous les pays autour de nous ont enclenché une réflexion, mais qui est de bon sens, qui consiste à dire on a de plus en plus de retraités, on a moins de personnes qui travaillent, comment on équilibre ?
Donc, dire on suspend, on arrête, catastrophe. Ça aurait d'ailleurs été la première fois dans l'histoire de France où, alors qu'on avait fait une réforme, on se met à faire marche arrière, ce que même François Hollande n'avait pas fait. Alors expliquez-nous, alors hier c'était quoi? Si c'est pas une marche arrière, c'est une marche en avant? C'est pas une marche en avant. Pourquoi est-ce que le débat il est là pour le coup acceptable? Pas parce qu'on dit on n'arrête pas la réforme, mais on se pose pour voir si elle est améliorable en cherchant des pistes de financement. Moi, ce que je refusais, c'était de dire on arrête tout, il n'y a même pas de piste de financement dans un pays qui est au bord de la ruine. Dire la réforme des retraites, elle est perfectible, on l'a toujours dit. Est-ce que je considère juste que quelqu'un qui a commencé à travailler à 16 ans, qui est maçon, artisan, soit obligé, sans prendre en compte sa situation personnelle. LR le disait déjà lors de la réforme, effectivement. Exactement. Et donc, je considère que la réforme, elle est perfectible. Une réforme, elle est toujours perfectible. Mais dans un cadre. Mais dans un cadre qui doit être défini. Mais j'ai l'impression, Laurent Wauquiez, je voudrais bien expliquer pourquoi. Que vous sentez que les partenaires sociaux ne vont pas s'entendre. En fait, vous êtes rassuré, vous savez qu'il n'y aura pas de remise en cause de cette réforme à la fin, in fine. Non, on jouera ce débat franchement et honnêtement. C'est-à-dire qu'on va faire des propositions. Moi, il y a des réflexions que je voudrais qu'on ouvre. On a une approche de notre système social qui, en fait, est complètement rigide et complètement archaïque. On impose exactement les mêmes choses aux gens, sans prendre en compte leurs aspirations, sans donner de la liberté à notre système social. Je vais prendre des exemples très simples. Vous avez décidé de prendre votre retraite, et puis vous voulez continuer à avoir un travail, par exemple, à temps partiel. C'est extrêmement compliqué dans notre système social. On va faire le débat de la réforme des retraites aujourd'hui, c'est ce que vous proposez en réalité. Ce que je propose, c'est qu'on regarde comment est-ce qu'on peut donner un peu d'oxygène à tout ça. Comment est-ce qu'on peut donner plus de liberté. Vous avez décidé de prendre votre retraite, et puis finalement, vous avez envie de retravailler. Laissons vers la souplesse. Pourquoi est-ce qu'on n'autorise pas les Français à pouvoir mettre de l'argent de côté pour leur retraite et qu'il soit rien que pour eux? Pourquoi est-ce qu'on ne repose pas sur la table la question qui a été quand même soigneusement cachée des régimes spéciaux de retraite? Pourquoi est-ce que les fonctionnaires ont le droit, eux, d'avoir un système de retraite par capitalisation et pas tout le reste du pays? Répondez-nous pourquoi. Parce que hier, le Premier ministre, il a annoncé un conclave sur les retraites, une discussion sur la proportionnelle, une grande consultation sur le temps scolaire, des comités interministériels sur l'immigration. Vous répondez, on va y revenir, pas de censure, mais un soutien exigeant. Mais un soutien à quoi? Quel est le projet? Quelle est la vision? Est-ce que vous savez ce qui va être mis en œuvre dans les prochaines semaines? Bonne question. Hier, il y avait quand même des bonnes intentions. Et j'essaye d'être lucide dans le diagnostic. Il y avait quand même des bonnes intentions. Que quelqu'un comme François Bayrou dise que sur l'immigration, maintenant il faut mettre le holà, pour moi, ça va quand même dans une direction que j'attendais. Et vous savez que c'est une de mes préoccupations fondamentales dans un pays qui est au bord de la ruine, et je pense qu'il faut quand même qu'on se le dise. Aujourd'hui, on emprunte à des conditions qui sont pires que le Portugal. Nous allons en parler, oui. On est considéré comme moins sérieux que la Grèce. Que François Bayrou dise, et j'avais besoin d'être rassuré là-dessus, on ne va pas avoir une fuite en avant sur la dépense et il faut qu'on soit sérieux, je l'attendais. Quelles sont les pistes, au-delà des paroles? Troisièmement, que sur la question de la revalorisation du travail, et ça c'est important. Maintenant, si vous me le dites et qu'on va droit au but. Oui, il y a des bonnes intentions, mais ça reste très flou. Et moi, j'aime bien quand c'est clair. Et donc, ce que j'attends, maintenant, c'est qu'on passe aux actes. Et qu'on voit clairement, c'est quoi les actes qui vont être posés, parce que je sors du discours de politique générale, sans que les actes qui vont suivre soient très clairs. J'aime beaucoup les comités interministériels, j'aime beaucoup les conclaves. Enfin, ce qu'il faut, c'est des actes. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que malgré cela, vous apportez, Laurent Wauquiez, un soutien exigeant. C'est ce que vous dites. Pas de censure, mais un soutien exigeant. Vous connaissez bien l'histoire, celle de notre pays. Sous la 4e République, qui semble d'ailleurs parfois revisitée en ce moment, il y avait le soutien sans participation. Vous, avec Michel Barnier, c'était le soutien avec participation. Et aujourd'hui, avec François Bayrou, c'est quoi? On a l'impression que c'est la participation sans soutien automatique. Comment vous définissez votre position? D'abord, la première, et pour moi, ça c'est essentiel, si on ne fera pas tomber le gouvernement. Quoi qu'il arrive. Oui, et je vais vous dire quoi qu'il arrive. C'est ce que vous dites. Quel que soit le budget, sa tonalité, son orientation. Oui, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Dans cette période, le pire, c'est le chaos. Ce dont le pays a le plus besoin, c'est un minimum de stabilité. On a eu 4 premiers ministres en un an. Ça n'est pas arrivé en un siècle. Marine Le Pen a voté avec Jean-Luc Mélenchon pour faire tomber Michel Barnier. On trouve que la situation est meilleure? Vous m'interrogez. Le budget qui n'était pas... Et donc, je pense que vous reconnaissiez qu'il n'était vraiment pas parfait, n'est pas passé, ce budget-là.
Oui, enfin, je me permets de le dire. Moi, j'aimais bien la tonalité de Michel Barnier. Y compris l'augmentation des impôts ? Non. Et je considère que là-dessus, il a été amené à faire un budget très rapide, mais qu'il voulait lui-même améliorer. Il y avait des choses qui étaient évidemment perfectibles. Mais oui, je le dis, si vous m'interrogez, je considère qu'avoir fait tomber Michel Barnier n'a rien apporté au pays. On a perdu du temps. On se retrouve dans un chaos qui est exactement le même qu'il y a 3 mois. Et donc, pour moi, la première priorité, c'est de donner un minimum de stabilité. Alors, bien sûr, hein, c'est plus facile de venir sur votre plateau en disant si jamais on franchit mes lignes rouges, je fais tomber le gouvernement. Très bien. Mais c'est immature et c'est irresponsable. Donc vous êtes le parti de la responsabilité, c'est ce que vous nous dites ce matin. Oui, en tout cas, on assume ça. Mais vous êtes dans le socle commun, Laurent Wauquiez, vous êtes dedans, dehors, entre les deux ? Alors après, j'ai expliqué très clairement ce que sera notre position. On jugera texte par texte, c'est tout. Et donc, si dans le budget, il y a des nouvelles hausses d'impôts, on ne votera pas le budget. Pas voter le budget, c'est un marqueur. Hein. Bien sûr que c'est un marqueur et qui est essentiel. Si hier, François Bayrou nous avait dit « j'arrête la réforme des retraites », sans avoir aucune piste de financement alternatif, nous l'avions indiqué et j'en avais parlé dès lundi dans une interview, eh bien, auquel cas, nous n'aurions pas voté le budget. Et donc, de la même manière, on va être très attentif sur 2 sujets qui sont clés pour nous. Le premier, c'est le régalien. On a la chance d'avoir Bruno Retailleau, on a la chance d'avoir Gérald Darmanin, un pôle régalien qui est fort, pour moi c'est un vrai atout, mais il faut leur donner les moyens. Et vous avez demandé, vous avez exigé un référendum pour conditionner l'accès aux prestations sociales pour les étrangers, un référendum autour de l'accès au titre de séjour qui serait conditionné à un minimum de 3 ans de résidence régulière. En fait, vous exigez, M. Wauquiez, sans aucune garantie d'obtenir quoi que ce soit. Non, mais on peut peser. Vous pouvez peser. Les LR peuvent peser. Et on peut aujourd'hui. essayer de faire du travail utile. Mais ce qui s'est passé hier en est le reflet. C'est-à-dire ? On avait quand même, vous l'avez vu depuis 3 jours, des négociations, on était prêt à tout lâcher au Parti Socialiste. On sort quand même avec un discours de politique générale dans lequel, pour moi, il y a 2 acquis fondamentaux. 1, la réforme des retraites, on discute, mais on ne l'arrête pas. Et 2, deuxième élément, il n'y aura pas de nouvelle hausse d'impôts. C'est quand même essentiel. Ma crainte, c'était quoi ? C'était qu'on laisse filer la dépense et qu'on refasse ce qui est la spécialité de notre pays, record des prélèvements obligatoires, record de la dépense publique. On entend. Sur cela, vous êtes satisfait. Mais dites-nous pour le reste. Vous avez décrit un pays quand même qui est au bord de la chute. Si vous me permettez, je voudrais donner une illustration très précise de ce qu'on peut faire d'utile. Vous avez sur vos plateaux beaucoup relayé la situation de la crise à Mayotte. Et il faut dire les choses. Ce qui se passe sur Mayotte est dû à une chose, notamment la submersion migratoire. Tant qu'on continuera à avoir chaque jour des migrants qui arrivent de façon irrégulière sur le territoire, en espérant pouvoir ensuite donner à leurs enfants qui naîtraient sur le territoire français le droit du sol, nous ne redresserons pas Mayotte. À ce stade, le Premier ministre a expliqué dans son discours de politique générale qu'il considérait que ce débat devait être posé. Des bonnes intentions. Sauf que les actes n'y sont pas. Puisque dans la loi d'urgence qui est prévue sur Mayotte, cette question du droit du sol a été soigneusement écartée. Bien. Que va faire la droite ? Nous avons une niche parlementaire, c'est-à-dire un jour où la droite républicaine va poser elle-même ses textes sur la table. Dans cette niche, qui aura lieu début février, nous allons inscrire la limitation du droit du sol à Mayotte. Et pour moi, c'est un premier pas. Parce que ce que je souhaite, c'est qu'on puisse montrer à travers cette application à Mayotte les biens que ça apporte pour la régulation de l'immigration. Et à mon sens, évidemment, ça a vocation ensuite à être étendu sur l'ensemble du territoire français. Vous comptez évidemment peser sur le sort de ce gouvernement. Il y a aussi plus largement l'avenir de la droite. Laurent Wauquiez, est-ce que vous vous considérez toujours comme le candidat naturel de votre formation politique ? J'ai jamais utilisé cette formule. Pourquoi ? D'autres l'ont utilisée pour vous. J'ai pas l'intention de rester les bras croisés. Je vais évidemment mettre toute mon énergie à ce que la droite puisse à nouveau faire entendre sa voix. Parce qu'on est dans cette situation invraisemblable où le pays n'a jamais été autant à droite et où la droite n'a jamais été aussi faible. Et donc je veux rebâtir une nouvelle droite qui tire les leçons de ses erreurs, qui soit claire sur 2 priorités. C'est très simple. Restaurer l'ordre, sanctionner les délinquants, récompenser le travail. Pour moi, c'est les 2 priorités. J'entends bien. Est-ce que vous êtes le seul candidat naturel ? C'était ma question. Est-ce que M. Lisnard, est-ce que M. Retailleau sont autant de candidats naturels pour votre formation politique que vous ? Il y a beaucoup de talent. Il y a une chose à éviter, c'est la guerre des chefs. Et il y a le premier travail que je me suis fixé pour être le candidat naturel que vous évoquez,
c'est d'abord de créer une équipe. Vous avez repris l'expression. Et c'est ce que j'essaye de faire. Si je veux être le candidat naturel, il faut qu'on puisse recréer cet esprit d'équipe collectif. Travailler avec Bruno Retailleau, travailler avec David Lisnard, faire émerger les nouveaux talents auxquels vous donnez la parole ici. Othman Nasrou, Florence Portelli, Agnès Evren, c'est des gens que je veux aussi faire monter. Pour être ce chef naturel, Monsieur Wauquiez, est-ce qu'il vaut mieux être à l'intérieur d'un gouvernement, même s'il est quand même de tonalité macroniste, et agir à l'intérieur, ou est-ce qu'il faut être à l'extérieur? On sait que vous avez refusé le poste de Bercy sous Michel Barnier. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui? Non, parce que le choix que j'ai fait, c'est de garder ma liberté et d'être utile. Si c'est être dans un gouvernement pour faire l'inverse de vos convictions, je n'ai pas l'obsession des Marocains ministériels. J'ai géré ma région, je n'ai pas augmenté le poids de la dette pendant 7 ans, je n'ai augmenté aucun impôt, j'ai baissé la dépense. Se retrouver dans un gouvernement où on vous explique, parce que dans un gouvernement il y a une discipline, que le programme c'est les augmentations d'impôts, je préfère garder ma liberté de peser de l'extérieur. Mais le choix de fond que je fais, Madame Mabrouk, c'est qu'on ne redressera pas le pays avec malheureusement la période actuelle. Voilà, on peut le prendre dans tous les sens, mais avec la majorité de l'Assemblée nationale, il faut éviter de faire des dégâts. Il faut faire du travail utile sur les quelques compartiments où ça peut avancer. Mais la vraie reconstruction du pays, tout le monde l'a comprise, elle ne sortira pas de cet hémicycle-là. Et donc le devoir de la droite, c'est de mettre sur la table une nouvelle offre politique, qui elle soit radicale, qui assume enfin de traiter de fond en comble. Radicale, hein. Oui, bien sûr. Parce qu'une des leçons pour moi de ce qui vient de se passer, c'est que toute réforme à la marge ne change pas le pays. Et donc on va avoir besoin de cette radicalité. On va avoir besoin de quelque chose qui aille vraiment au fond sur l'immigration, sur la sécurité, sur un système social, vous connaissez mon obsession dessus, qui a viré à l'assistanat, dans lequel en France, c'est pas travailler plus pour gagner plus, c'est travailler plus pour payer plus. Et donc c'est cette bataille qui m'intéresse d'ouvrir. C'est ça ce que je veux faire. De cette bataille. Et elle doit être menée de façon collective. Avec un seul homme ou femme. Parce que s'il y a plusieurs candidats, on est mort. Et donc il faut qu'il y ait cet esprit d'équipe. Merci Laurent Wauquiez. C'était votre grand entretien sur CNews Europe 1. Je vous dis à bientôt. Merci. Avec plaisir.